Alors, cette quatrième année, cette plénière sur la quatrième année, elle est forcément pourvoyeuse un petit peu d'angoisse pour vous, peut-être de colère, peut-être d'inquiétude, et elles sont légitimes puisque nos internes qui sont entrés en phase socle là maintenant vont avoir une quatrième année et qu'il est force de constater que tout n'est pas encore prêt aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut être serein sur le fait qu'on va construire ensemble et que ce sera prêt à temps. Alors parfait à temps, je ne sais pas, mais prêt. Et puis que nous adapterons au fur et à mesure des années. Et alors je ne savais pas que notre président allait citer Victor Hugo dans la plénière d'introduction. Mais j'avais aussi envie que cette plénière soit portée sur des messages plutôt doux, en essayant d'éviter des conflits et de la colère, et en essayant d'apaiser au maximum les inquiétudes de chacun. En tout cas, c'est notre objectif au bureau du CNGE. Et du coup, comme on est à Lyon, je ne me suis pas inspirée de Victor Hugo, mais de Saint-Exupéry et du Petit Prince, pour amener un peu de douceur et de poésie dans cette longue bataille qu'est la quatrième année. Alors une des images que vous connaissez, c'est celle-là, c'est un petit peu aride, on voit le Petit Prince sur la planète, c'est pas très engageant. Mais quand l'histoire avance, il commence à se dire que faire pousser une fleur, ça peut être une idée. Alors elle est sous cloche parce que c'est quand même vachement plus rassurant d'avoir une idée. Moi, j'aimerais bien qu'à la fin de cette plénière, vous soyez tous à peu près à ce stade-là du Petit Prince, à vous dire, tiens, cette fleur, ce serait bien qu'elle se mette à pousser, mais comment je vais la faire pousser ? Et puis quand j'ai fait des recherches sur le Petit Prince pour cette plénière, j'ai découvert une icono que je ne connaissais pas et qui, je l'espère, sera vers quoi nous allons, vers un jardin suffisamment fleuri et développé pour que nous soyons tous sereins pour cette quatrième année. Donc mon objectif, c'est que dans 3 ans, on soit tous là. Et donc le Petit Prince, qu'est-ce qu'il demande à l'aviateur quand il arrive ? Dessine-moi un mouton. C'est pour ça que nous allons dessiner un mouton ensemble. Alors, la première question, la tête du mouton, mais c'est pourquoi cette quatrième année ? Donc je vais rapidement revenir sur le pourquoi. Eh bien, premièrement, c'est parce que c'est conforme à la réforme du DES de 2017 pour toutes les spécialités. Et puis, accessoirement, c'est que réaliser au moins de la moitié du DES de médecine générale en médecine générale ambulatoire, ce qui serait quand même une très bonne idée. Par ailleurs, à la Marguerite, elle vous avait manqué. Alors, l'objectif de cette quatrième année, c'est de développer les 3 compétences qui sont assez peu développées pendant la phase socle et la phase d'approfondissement, à savoir professionnalisme, continuité, suivi, coordination des soins, éducation en santé, dépistage, prévention individuelle et communautaire. Ces pétales sont abordés, mais elles le sont que partiellement, notamment parce que le SASPAS ne permet pas de suffisamment explorer ces champs. Donc ce sont les objectifs de cette quatrième année. Par ailleurs, avoir une file active de patients chroniques à 3 jours par semaine dans le même lieu de soins, on se doute bien que ce sera bien plus pertinent, bien plus profond et bien mieux mené que lors du SASPAS. Intégration au sein des projets de santé du territoire, quels qu'ils soient. Préparation d'un projet d'installation, idéalement là où ils sont faco, mais pas obligatoirement. Et puis, donner envie de devenir un médecin enseignant. Et puis, peut-être donner envie de devenir un médecin chercheur. Voilà le pourquoi. Mais alors, dis-moi, Petit Prince, quel contenu pour cette quatrième année ? Et pour répondre à cette question, je laisse la parole au professeur Compagnon. Le contenu, ce fameux contenu qui affole un petit peu tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette quatrième année ? Alors je vous ramène vraiment très rapidement sur la jolie maquette globale du DES en 4 ans. Je ne vais pas le redétailler, mais vous rappelez, donc il y a les 3 phases maintenant. Tout au long de cette phase, il y a de l'enseignement hors stage, il y a du tutorat, il y a le portfolio, et puis la thèse, je ne reviendrai pas dessus, on en reparlera un peu plus tard. Je vous ai remis cette magnifique pyramide qui a été faite à Montréal pour vous rappeler que les choix de la médecine générale depuis un long moment maintenant, de l'approche par compétences et les modalités d'enseignement correspondent complètement à ce qui fait des apprentissages de qualité, c'est-à-dire la mise en place de groupes d'échange, la mise en situation et la réflexivité sur ces situations font vraiment le socle de cette pyramide et ce qui permet aux étudiants dans une formation, quel que soit le métier, d'avoir des apprentissages de qualité. Donc ça nous conforte vraiment dans nos choix pédagogiques. Pour la phase de consolidation, puisque je vais me concentrer sur cette phase, l'arrêté du 3 août 2023 a bien détaillé quelles seraient les modalités d'enseignement.
Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, mais il y a toujours les travaux d'écriture clinique donc, qui mènent à la constitution du portfolio. Il y a un certain nombre de groupes de travail, les groupes d'échanges territoriaux qui permettent à des étudiants d'un même territoire de travailler ensemble sur les problématiques soulevées dans leur pratique, des groupes d'échange autour de la relation thérapeutique, des groupes d'échange autour des familles de situation, parce que là encore, en phase de consolidation, ils vont être amenés encore plus à travailler les 11 familles de référentiel. Le tutorat qui continue. Alors, ma petite bonne femme, avec plein de tableaux et de calculatrices, c'est celle qui réfléchit à comment je vais gérer mon outil professionnel. Comme l'a dit Nanoufam, effectivement, les étudiants sont très en attente de facilitateurs pour arriver à s'organiser dans la gestion de l'outil libéral, parce que c'est celui qui est majoritaire dans notre pratique de médecine générale. Et enfin, quelque chose de très nouveau et qui me semble vraiment une très bonne idée, parce que dans la loi HPST, le médecin de premier recours a une des 8 missions qui est d'accueillir les étudiants. C'est justement de favoriser cet accueil rapidement au cours de la pratique du futur généraliste en les initiant à la pédagogie, en particulier du 2e cycle. Donc comment ça va se dérouler concrètement ? Le stage donc, est prévu pour 6 mois reconductibles de façon très simple, on va dire, au mois de mai, donc novembre à mai, puis mai-octobre, idéalement pour 1 an au même endroit. C'est vraiment l'enjeu, c'est que ce soit un temps long. Tout à l'heure, Aurélie l'a dit sur le fait que les SASPAS ont peu de temps, finalement, en 6 mois, de faire de la continuité, de faire de l'éducation thérapeutique, de s'installer dans le professionnalisme. Et on se dit qu'en 1 an, au même endroit, ils vont pouvoir vraiment construire quelque chose, surtout si c'est en lien avec leur projet professionnel. Il y aura quand même quelques cas où la reconduction ne sera pas envisagée, évidemment. S'il y a des difficultés, que ce soit du côté de l'étudiant qui vraiment supporte pas ce stage ou a vraiment des difficultés personnelles ou autres, mais aussi si les maîtres de stage, pour eux, ça ne convient pas du tout et qui veulent remettre en cause la reconduction. Et puis, de façon très spécifique, il a été prévu pour ceux qui feront une FST de médecine polyvalente, avec donc l'enjeu derrière, non pas de faire de la médecine générale ambulatoire, mais de faire de la médecine polyvalente, ils pourront faire sur l'année de phase de consolidation 6 mois en médecine polyvalente. Mais il restera quand même 6 mois en ambulatoire. Donc le statut reste le même que les internes, 8 demi-journées en stage et 2 demi-journées hors stage. Ça ne change pas. Donc sur les 8 demi-journées, donc 4 jours de stage et la 5e journée qui reste universitaire, ça va s'organiser avec au moins 3 jours de soins. Donc ça, c'est vraiment le socle du stage de phase de consolidation, 3 jours en soins, et 1 jour qui sera considéré pour activer le projet professionnel de l'étudiant. Donc le soin, on l'a dit, il faut vraiment des suivis, il faut organiser la mise en œuvre de suivi de cohortes de patients chroniques, là encore, pour faire de l'éducation thérapeutique, pour faire de la coordination et du suivi. Si les étudiants sont mis dans des endroits où ils font que du soin non programmé, ça ne fonctionnera pas. Néanmoins, évidemment, il faut répondre aussi à cette demande de soins non programmés, et il est prévu que les étudiants participent aussi à la permanence des soins ambulatoires. On reviendra dessus, mais le nombre d'actes sera encadré, non seulement pour protéger les étudiants d'éventuelles, on va dire, exploitation, entre guillemets, dans certains lieux, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on peut réfléchir à ce qu'on fait quand on a le temps de prendre son temps, si je peux dire. Et qui sont toujours en formation. Là encore, je répète, c'est la phase de consolidation, on est encore en formation, on est encore étudiant, on a toujours le statut. Et puis, le jour de projet professionnel, en fait, on imagine, alors ça, ce sera vraiment à discuter avec eux lors de la constitution de leur projet, mais qui pourront faire un jour dans d'autres structures. Alors, j'ai mis quelques exemples, Doxapa, la HAD, la PMI, mais aussi, ça pourrait être intéressant de les faire travailler surtout quand c'est un projet professionnel sur le territoire, les faire travailler justement sur les projets de santé du territoire au sein de la CPTS ou au sein de la MSP éventuellement, s'ils sont installés dans une MSP. Mais aussi, ils auront la possibilité, si c'est leur choix, que finalement ce projet professionnel, pour eux, ce soit essentiellement du soin et qu'ils aient envie de continuer sur une 4e journée de soins. Mais ça, ce sera vraiment du choix de l'étudiant. Ça ne pourra pas être imposé par les maîtres de stage. Pour le 5e jour universitaire, on continue des séances hors stage. Alors, on va rediscuter de la manière dont ça pourra s'organiser. Et puis, le travail sur le portfolio. Donc, l'idée, c'est aussi de protéger du temps de réflexivité, de travail à distance de la situation pour améliorer son niveau de compétence. Et voilà donc l'ensemble de l'organisation des 6 mois.
Alors, il y a souvent des questions sur comment ça va se passer pour pouvoir accueillir le docteur junior, parce que ça, c'est vraiment, ça met en effervescence. Donc, une des règles de base, mais vraiment de base, c'est qu'il n'y aura pas de docteur junior seul dans un cabinet. Donc, ça ne peut pas être un local isolé où on envoie des docteurs juniors. Ça ne peut pas être un endroit, je reviendrai après, complètement désertique. Et il doit y avoir un médecin senior présent. Qui peut consulter, qui peut ne pas consulter, après ça s'organise, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de docteur junior sans senior sur les lieux. Il faut donc que ce soit un lieu de soins que j'appelle effectif, c'est-à-dire c'est déjà un lieu organisé, comme c'est le cas d'ailleurs pour les SASPAS. Il y a le matériel indispensable aux soins courants, il y a un logiciel métier, il y a une informatisation, donc du matériel informatique, il y a de préférence un secrétariat, au moins téléphonique, pour organiser les rendez-vous, et puis du matériel comme une trousse d'urgence, de façon un peu plus coordonnée les téléphones et adresses mail des correspondants de la structure, et puis un planning qui est organisé, ils savent exactement quand est-ce qu'ils travaillent et qu'est-ce qu'ils ont à faire comme tâche. Et ça, finalement, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait déjà avec nos SASPAS. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir être maître de stage en FACO? Est-ce que ça va être dans les déserts? Parce que c'est ça la question à chaque fois, est-ce que c'est dans les déserts qu'on va aller? Et en fait, quand on regarde la répartition, parce que François Carbonel a fait une magnifique cartographie, que là j'ai mis juste la France entière, donc c'est très très bleu, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de maîtres de stage sur tout le territoire, même s'il y a des zones un peu plus blanches. Mais en gros, ça veut dire que partout on pourra être maître de stage FACO, avec des primes en plus quand on va, comme étudiant, s'installer en zone prioritaire. Donc on arrête avec le fantasme de l'étudiant qu'on lâche avec sa ration de survie, son guide de comment communiquer avec les gens bizarres de la campagne. Voilà, on va là où il y a des maîtres de stage, donc en gros là où il y a déjà une activité de soins. Par contre, et Nanou-Femme l'a déjà dit, et je pense qu'il faut vraiment appuyer dessus, on va en reparler tout à l'heure avec les élus, c'est-à-dire comment on organise, parce que c'est pas du tout de dire ils vont aller travailler là où il y a des maîtres de stage, mais ils vont aller travailler là où ils peuvent être logés, là où il y a des transports, etc., etc. Donc que la vie quotidienne de ces étudiants soit facilitée. Il y avait beaucoup de questions aussi sur, mais finalement, est-ce qu'on va les former, ces maîtres de stage? C'est quoi les critères pour devenir maître de stage FACO? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Oui, il va y avoir une formation spécifique. On y réfléchit au CNGE, au secteur pédagogique, en lien avec CNGE Formation, sur la manière de former ces maîtres de stage, et que probablement ce ne seront pas des maîtres de stage novices. C'est-à-dire c'est des maîtres de stage qui ont l'habitude de la supervision indirecte, c'est des maîtres de stage qui ont l'habitude d'encadrer des étudiants, et la formation sera complémentaire à leur formation initiale de maître de stage déjà formés. Former, ça ne suffit pas, il faudrait agréer aussi. Et ça, c'est important de penser que l'agrément sera indispensable. Ce n'est pas juste les étudiants qui vont trouver un médecin lambda dans un coin. C'est vraiment des médecins en lien avec le DMG et l'UFR qui ont été agréés comme les autres MSU. Alors, il y a eu beaucoup de questions aussi sur mais c'est quoi cette histoire de médecins accueillants et de MSU, pourquoi il y en a deux, etc. En vrai, ce qu'on attend, c'est que ce soit une seule personne, mais qui ait deux rôles différents. C'est-à-dire, effectivement, il a le rôle d'accueillir, de proposer le local, comme je disais, un lieu de soins effectif, mais aussi, il a un rôle d'encadrement pédagogique, alors qui sera évidemment pas le même que ceux des étudiants de phase de socle ou approfondissement, mais il aura un rôle de développement en termes de réflexivité, de développement en termes de projet professionnel, et c'est important qu'il y ait aussi ce rôle-là. Et on espère évidemment que ce sera les mêmes personnes. Néanmoins, on le sait bien parce que ça va se mettre en route progressivement, qu'il y aura aussi un certain nombre de cas où, dans certaines régions, les médecins accueillants ne seront pas encadrants pédagogiques. Ils offriront un lieu de soins effectif, mais ils n'auront pas ce rôle-là. Néanmoins, on pense qu'il faut que ce soit sous certaines conditions, et en particulier qu'à terme, ils deviennent MSU. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit vertueux et qu'il y ait une forme d'engagement pour dire que le médecin, au bout d'1 ou 2 ans d'accueil d'un étudiant en phase de consolidation, s'engage à dire je vais aussi recevoir éventuellement soit des externes ou des niveaux 1. Après, on pourra probablement sortir de ces exigences les médecins accueillants qui avec le docteur junior, organise ce lieu de soins de phase de consolidation dans l'hypothèse d'une installation pour les remplacer. Mais ce sera un peu à la marge.
Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Nanoufam, le nerf de la guerre, parce que ça aussi, ça préoccupe beaucoup de gens. Quelle rémunération ? Dans, on va dire, 80%, ou peut-être même plus, le docteur junior sera en libéral. Donc en libéral, on imagine qu'il aura autour de 20% des actes qu'il fera en termes de reversement. Donc c'est des honoraires bruts sur lesquels il aura des charges à payer, qui n'aura pas les primes, comme ça a été dit, donc de transport ou d'autonomie. Mais par contre, qu'il aura des honoraires complets s'il fait des gardes en PDSA et éventuellement des primes supplémentaires s'il va en zone sous-dense formelle. Sachant que vous avez bien vu sur les cartographies, les ZIP et les ZIP+, il y en a vraiment partout. Il y a quand même une discussion pour les docteurs juniors en salariat, puisque vous le savez tous, il y a aussi des docteurs juniors qui exerceront en centre de santé. Là, c'est encore en discussion, donc j'ai fait des propositions, mais ce n'est pas acté, c'est vraiment des propositions. Et moi, je me disais que peut-être pour une recherche d'équité pour ces étudiants qui n'auront pas 20% des actes, peut-être que ceux-là, ils pourront bénéficier des primes salariées, c'est-à-dire transport et autonomie. Pour le MSU FACO, donc c'est celui qui est encadrant pédagogique, lui, il touchera les honoraires pédagogiques de tout maître de stage, donc qui sont actuellement pour un interne, donc de 900 € par mois brut, ou en salaire de collaborateur occasionnel du service public, les COSP, l'équivalent d'autour de 700 €. Il touchera aussi l'astreinte s'il supervise l'étudiant en PDSA. Et là encore, pour les maîtres de stage en salarié en CMS, c'est toujours en discussion. Je ne sais pas si c'est possible, mais je me dis que peut-être, vu qu'ils sont salariés, ils pourraient aussi toucher en salaire les honoraires du COSP. Et enfin, les médecins accueillants en libéral, donc ça se discute beaucoup, ça fait beaucoup aussi d'effervescence. Il était question dès le départ de 80% des actes en honoraires bruts, donc des actes réalisés par l'étudiant. Ça se rediscute actuellement, ce serait plutôt entre 60 et 80%, ce n'est pas encore complètement finalisé, et toujours cette astreinte s'il supervise en PDSA. Et là encore, pour les CMS, toujours en discussion, ce que je propose éventuellement à la discussion, c'est que les CMS, qui eux toucheront 100% des honoraires de l'étudiant docteur junior, pourraient reverser des primes aux médecins qui accueillent ces docteurs. Je vais laisser la parole à l'ISNAR pour la suite. Ok, ça marche. Donc, je vais commencer par me représenter déjà. Pour tout le monde, je ne vais pas aller au pupitre pour ma part, non pas par manque de motivation, mais uniquement parce que je vais prendre la parole à chacun des points. Donc, ce sera pour des raisons pratiques. Donc, je suis Floris Hullereau, présidente de l'ISNAR-IMG, l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale, autrement dit le syndicat national qui représente l'ensemble des internes de médecine générale. Après tous nos efforts pour repousser, voire annuler cette 4e année de médecine, elle s'impose à nous et nous devons maintenant tout faire pour qu'elle soit la plus formatrice possible pour les futurs docteurs juniors, pour vous. L'une des premières batailles de l'ISNAR-IMG a été de s'opposer fermement à l'isolement des docteurs juniors. Nous avons donc obtenu qu'ils et elles devrait être impérativement sous la supervision d'un médecin thésé en exercice. C'est chose faite et cela figure dans la maquette. Maintenant, il existe tout de même une petite subtilité puisque le rôle pédagogique sera nécessairement dans les mains du maître de stage universitaire avec un débriefing quotidien des journées du docteur junior. Et le rôle de supervision pourra, en cas de défaut de maître de stage universitaire, sur certains terrains de stage, être exercé par un médecin thésé accueillant non MSU. Nous espérons que cela restera exceptionnel et que le MSU sera le médecin accueillant dans la plupart des cas. Nous soutenons pour cela l'augmentation du nombre de MSU formés sans perdre en qualité de formation. Nous souhaitons que les MSU reçoivent des formations spécifiques pour chaque phase, dont celle de consolidation. On demande qu'un médecin thésé remplisse un certain nombre de conditions pour être agréé terrain de stage de phase de consolidation. Celles-ci se retrouveront a priori dans une convention type qui précisera les modalités d'accueil de l'interne avec à minima l'informatisation des dossiers avec logiciel médical permettant une télétransmission, la mise à disposition de protocoles d'urgence,
de locaux décents pour l'exercice, du matériel nécessaire et également la mise à disposition d'un carnet d'adresses de professionnels exerçant sur le territoire. Cette convention type ne figure pas dans la maquette et sortira dans un autre arrêté. Elle comportera probablement également le nombre de consultations maximales à effectuer par jour. Dans le rapport de la mission 4e année, paru en avril dernier, il est question d'un maximum de 30, nous demandons 25. L'ISNAR-IMG a également réussi à faire inscrire dans la maquette que l'année de docteur junior soit bien constituée de 2 semestres distincts, donc 2 stages de 6 mois avec possible reconduction, du premier si et seulement si les parties sont d'accord, autrement dit si le docteur junior et le MSU sont d'accord. Nous avons également réussi à inscrire la possibilité de réaliser l'un des 2 semestres en hospitalier après présentation d'un projet professionnel bien défini. Dans la maquette ne figure pas non plus la rémunération des docteurs juniors. Depuis le début, l'ISNAR-IMG demande la création d'un statut de docteur junior ambulatoire de médecine générale avec une part de rémunération à l'acte qui a été acceptée et annoncée par l'ancien ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Braun, et qui nous a à nouveau été confirmée par le cabinet ministériel au cours de notre rencontre avec eux la semaine dernière. Ainsi, en plus du salaire de base du docteur junior, s'ajoute une rétrocession. Celle-ci serait de 20% d'après le rapport de la mission. Nous allons tout faire pour que cette part soit la plus élevée possible, puisque la seule limite imposée par le ministère étant de ne pas dépasser le salaire d'un PH, soit environ 4 500 €. Nous sommes actuellement en train d'étudier de près les chiffres, après, entre autres, le retrait des charges. Il persiste encore la question des 80%. Nous sommes favorables à ce qu'il puisse permettre de payer les charges liées aux fonctions du docteur junior, le loyer, le matériel, le logiciel, mais il persiste un flou sur le reste de ces 80%, qui seraient sans doute perçus par le MSU ou le médecin en charge de la supervision, médecin accueillant. Pour finir sur cette maquette, il ne figure pas l'obligation pour les docteurs juniors de participer à la PDSA. Cependant, selon le cabinet du ministère, elle va sans doute le devenir et les textes seraient en cours de rédaction. Nous nous y opposerons bien évidemment avec force, d'autant plus qu'à ce jour, aucun cadre légal ne définit la PDSA pour les internes. Tout doit être créé, de la rémunération à la supervision. L'ISNAR-IMG défend une permanence des soins ambulatoires sur la base du volontariat, comptabilisé dans le temps de travail et sous supervision indirecte, avec un senior pouvant être contacté à tout moment. Merci beaucoup, Florie, pour cette intervention. Alors, du coup, on a la tête du mouton, on a son corps, mais en fait, un mouton, pour marcher, ça a besoin de pattes. Et nous, on a besoin que cette 4e année, elle puisse être mise en œuvre. Et on a des impératifs techniques, des choses logistiques à programmer et à changer. Et donc, la première patte, c'est comment faire une thèse en 3 ans. Puisqu'un docteur junior, c'est un docteur, donc un docteur, ça a une thèse. Et donc, il va falloir que nos cohortes soient thésées à la fin des 3 ans. Il n'est pas prévu de dérogation à cette règle. Je n'ai pas de boule de cristal, elle sera peut-être prononcée, mais pour l'instant, nous n'avons aucune information nous disant que nous allons pouvoir repousser cette obligation de thèse en 3 ans. Alors, ce n'est pas ici et maintenant que je vais vous développer le pourquoi du comment on va y arriver. Par contre, je vous dis que vendredi matin à 9 h, en salle Gratiel 1 et 2, il y a un atelier thèse en 3 ans où chaque référent de chaque DMG est convié pour réfléchir et trouver des solutions et mutualiser celles qui ont déjà été trouvées. Que l'après-midi, il y a un second atelier thèse en 3 ans à 14 h en salle Gratiel 3. Là, c'est tout public pour retravailler sur les propositions générées le matin, en trouver d'autres, mutualiser et réfléchir ensemble. Évidemment que le résultat de ces 2 ateliers seront communiqués à tous les DMG afin que nous puissions nous saisir de toutes ces solutions et donc travailler ensemble. Florie ?
Oui, je reprends la parole rapidement, juste pour dire que nous sommes inquiets du délai imposé en 3 ans. À ce jour, les internes de médecine générale disposent d'un délai de 6 ans pour passer leur thèse, non par manque de volonté de leur part, mais à cause d'un manque d'enseignants pour encadrer les thèses. Le ratio interne-enseignant est le plus faible de toutes les spécialités, ce qui explique ce délai. Donc passer de 6 à 3 ans paraît infaisable. Nous demandons donc effectivement cette dérogation d'au minimum 1 an, soit une thèse pouvant être passée en 4 ans pour les promotions 2023, 2024 et 2025. Et comme l'a très justement dit Aurélie, nous n'avons toujours pas de texte pour cette dérogation et nous continuerons de la demander. Je passe la parole au professeur Brabant. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Je suis Yann Brabant, je suis professeur associé au département de médecine générale de Poitiers et j'ai un lien d'intérêt avec CNGE Formation, mais aussi avec la CPTS dans laquelle je suis secrétaire et vous comprendrez pourquoi je présente ceci. Donc, le secteur pédagogie m'a demandé de témoigner de l'anticipation de la 4e année dans notre DMG de Poitiers. Je ne vais pas vous parler du côté stage, je vais vous parler du côté thèse et puis du côté enseignement. Et donc, on a commencé à réfléchir au plan d'action pour la gestion des thèses, puisqu'avec cette réduction de délai pour soutenir sa thèse en 3 ans, on va avoir un effet de cisaillement avec les thésards des promos 2020 à 2022 qui vont devoir soutenir entre 2026 et 2028 pour les derniers. Et donc, il va y avoir des embouteillages en salle de thèse jusqu'au 30 octobre 2028. Et donc, tout ça, les DMG, c'est important qu'ils commencent à s'y préparer. Donc nous, on va essayer d'identifier au plus vite les internes qui viennent de terminer leur maquette là au 1er novembre, donc les internes des promos 2020, puis identifier ensuite les internes des autres promotions qui ont déjà un peu de retard sur leur thèse. Alors je dis retard entre guillemets puisqu'ils ont 6 ans théoriquement, mais pour éviter les embouteillages en 2026, ça serait bien de les aider à avancer le plus rapidement possible. Identifier des potentiels nouveaux directeurs de thèse parce qu'il va en falloir beaucoup pour ces mêmes raisons d'embouteillage. Beaucoup en même temps, et actuellement, les effectifs des DMG ne vont pas permettre de diriger toutes ces thèses. Donc on va essayer d'accélérer le travail de ces thésards des promos 2020 à 2022, et puis ensuite de mettre en place des moyens pour que les internes de 2023, futurs docteurs juniors, puissent aussi faire une thèse en accéléré pour être thésés en moins de 3 ans. On avait pensé mettre en place un Tinder de la thèse pour trouver rapidement un directeur. Et en fait, nos amis de Saint-Étienne, ils ont bien travaillé là-dessus et j'ai vu récemment qu'ils avaient mis en place adopteuneThèse.fr et je pense que du coup on ne va pas réinventer la roue. Merci à Saint-Étienne. On a mis en place un nouveau parcours de formation, je vous en reparlerai dans quelques minutes. Et puis favoriser les thèses en binôme, voire à plus qu'en binôme, de manière à pouvoir faire des productions et des analyses de données plus ambitieuses et puis de faciliter la supervision par les directeurs de thèse. Donc on va essayer de mieux former pour accélérer le travail des thèses, ce sentiment de difficulté de mener son travail de recherche, former avec un webinaire, même 2 webinaires sur une même plateforme qui ont été mis en place par 2 collègues du DMG, Marc Beignet et Clara Blanchard, et qui sont disponibles en ligne à tous les DMG puisqu'on ne l'a pas hébergé sur notre intranet de l'université pour que chaque DMG puisse éventuellement s'y inscrire. Et ça peut aider les thésards, ça peut aider aussi les directeurs de thèse. Et puis on met en place des cercles des thésards. Et puis il va falloir anticiper les soutenances avec des créneaux de thèse en plus. Et notamment, il va falloir au moins 30 sessions de 4 thèses de fin août au 31 octobre 2026. Trouver 30 sessions où mettre des PU, des maîtres de conférences, des médecins généralistes, peut-être MSU. Et donc tout ça, ça va nécessiter une grosse organisation. Et donc on ne voit pas comment faire autrement que des jurys préformés à l'avance, et donc en quelque sorte, les internes ne choisiront plus directement chacun des membres de leur jury, mais choisiront un package de jurys préformés. Voilà. Et peut-être qu'il faudra de nouvelles salles de soutenance. On va revenir sur les cercles des thésards. Ce n'est pas une invention de Poitiers, c'est Lyon qui a publié ça dans Exercer il y a quelques années. Donc l'idée, c'est qu'un nommé puisse superviser plusieurs thésards qui vont s'entraider, créer une dynamique qui va faire avancer plus rapidement les thèses. Et puis, ça peut impliquer des directeurs de thèse novices qui ne se sentent pas encore en capacité de superviser des thèses, mais qui, aidés par le nommé et dans la dynamique du groupe,
peuvent se sentir de plus en plus compétents, développer leurs compétences de direction et puis permettre ainsi d'avoir de nouveaux directeurs de thèse. Nous, à Poitiers, nos cercles de thésards, ils sont thématisés en fonction des sillons de recherche des chercheurs. Et voici les thèmes. Et tu peux avancer. Je voudrais juste revenir sur du coup, le dernier cercle des thésards qui a été lancé. C'est en rapport avec l'évaluation des plans d'action des CPTS. Et je trouve que c'est important de partager avec vous parce que il me semble, dans l'esprit FACO, phase de consolidation, puisqu'un futur docteur junior pourrait travailler à la production de données pour le futur territoire où il aurait envie de faire son stage de docteur junior et s'installer. Et donc, ça peut lui permettre de rencontrer les acteurs du territoire, les partenaires du territoire de la CPTS, de produire des données qui ont du sens pour lui, pour la suite. Et puis, ça peut permettre aussi de recruter des nouveaux directeurs de thèse qui ne sont pas dans notre communauté de MSU, mais qui sont des médecins généralistes impliqués dans certaines actions de la CPTS. Voilà. Et de plus, quand éventuellement une méthode est mise en place pour évaluer une action dans une CPTS, on pourrait considérer que la thèse pourrait être dupliquée dans toutes les autres CPTS de la subdivision, puisque c'est un autre contexte et que c'est d'autres données à recueillir. Merci Yann pour cette intervention. Et puis j'espère qu'il y aura quelqu'un de Poitiers qui sera là à l'atelier vendredi matin. Je compte sur vous. Bon, un mouton, ça a besoin de plus qu'une patte. Donc la deuxième patte, nécessaire pour avancer pour ce brave mouton de la 4e année, c'est une nouvelle maquette de stage qui vous a été un petit peu présentée par le professeur Compagnon au préalable. Voilà, les grandes différences, c'est que c'est un stage couplé femme-enfant. Vous avez pu noter que ça a créé des crispations et un désaccord avec le collège de pédiatrie ces derniers temps. Alors peut-être pas dans toutes les UFR, mais dans certaines, puisque dans un nombre certain d'UFR, c'était 6 mois femmes, 6 mois enfants, et que là, on repasse en couplé 3 mois, ou en tout cas en couplé, quelle que soit la modalité. Et donc, les pédiatres se sont opposés, argumentant qu'il fallait plus que 3 mois en pédiatrie pour former un interne en médecine générale à la pédiatrie. Alors, je vous avoue, c'est un peu la première fois qu'une autre spécialité vient dans un autre DES leur expliquer comment former les étudiants. Ceci dit, la pédiatrie fait clairement partie de notre activité au quotidien, donc c'était important de communiquer avec eux et de ne pas juste leur dire on fait ce qu'on veut parce qu'on est des médecins généralistes, et d'essayer d'éviter les incompréhensions. Alors déjà, un des premiers éléments de langage et une réalité terrain que vous pouvez communiquer avec vos pédiatres dans vos UFR, c'est que dans le stage libre, il est possible de faire 6 mois en pédiatrie. Donc, l'argument, c'est qu'il y a des internes qui feront 9 mois en pédiatrie, ce qui serait vachement mieux que 6 mois en pédiatrie. Donc, ça peut être un argument. Et surtout, avec le CNGE et le Collège de pédiatrie, nous allons amorcer un travail commun pour définir les objectifs de stage de pédiatrie de l'interne en médecine générale, ce qui va permettre de communiquer, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on attend d'un interne en médecine générale en pédiatrie. Probablement qu'il y aura même 2 niveaux. Qu'est-ce qu'on attend de lui à la fin des 3 mois de pédiatrie du stage couplé et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui à la fin des 6 mois du stage libre. Et je pense que ce travail va permettre de, à nouveau, travailler ensemble avec les pédiatres. Travailler ensemble, c'est pas un bon terme, mais voilà, de coordonner nos actions, de réfléchir et de refaire du lien avec les pédiatres avec qui habituellement nous nous entendons plutôt bien. Ce stage libre, je pense que vous le savez tous, rapide diapo pour vous le dire. Donc, préférentiellement ciblé enfants, femmes, personnes âgées, psychiatrie et addicto. C'est préférentiellement, c'est-à-dire que le stage libre ne sera pas uniquement dans ces 4 dimensions, mais quand même, ce serait bien d'essayer de les cibler au maximum dans ces 4 domaines, et idéalement en ambulatoire, bien sûr, quand ce sera possible dans les secteurs. J'ai envie de vous dire un petit mot du big matching. Le big matching, c'est ce qui va se passer à la fin de cette phase d'approfondissement, c'est-à-dire le big matching, c'est comment est-ce que les internes en fin de phase d'approfondissement, vont choisir leur stage de phase de consolidation. Ce n'est plus par rang de classement. Le rang de classement disparaît. C'est-à-dire, comment on va faire ? On va passer par un outil de l'UNES qui s'appelle CIMOP. Je vous le donne juste là parce que vous allez en entendre parler dans vos scoles et par vos doyens. Donc CIMOP, c'est l'outil numérique au sein de l'UNES qui permettra de faire le big matching. Oui, mais d'accord, mais c'est quoi, Aurélie, un big matching ? L'interne fait une liste de vœux.
Il dit en 1, j'aimerais aller dans ce stage-là, en 2, j'aimerais aller dans ce stage-là, en mot numéro 3, j'aimerais aller dans ce stage-là, un peu comme Parcoursup. Pardon. Et alors, tenez-vous bien, dans l'application Cimop, ils mettent des cœurs, je vous promets, ils mettent des cœurs. Donc, les terrains de stage auront déposé un livret avec des informations sur le lieu de stage. Donc, les internes iront cliquer sur le lieu de stage, ben c'est ça, il y a ça dedans, et ils feront une liste de vœux. Ensuite, les terrains d'accueil, les maîtres de stage de phase de consolidation, vont regarder qui a envie de venir chez eux, avec le CV de chaque étudiant, et c'est le MSU qui choisit à qui il renvoie un cœur, et quel est donc... Aïe, 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 ça va mal terminer cette histoire. Et donc le MSU de phase de consolidation choisit parmi la liste des internes qui aimeraient venir dans son terrain de stage, qui fera le stage chez lui. Bon, vous allez me dire, du coup, probablement que tout le monde ne sera pas en stage quelque part. Donc il y a plusieurs roulements qui sont prévus. Actuellement, pour les autres spécialités, le Big Matching a commencé depuis 2017. Il y a 2 roulements. Donc un premier roulement avec une première liste de vœux. Un certain nombre d'internes sont chez des maîtres de stage. Du coup, tous les internes qui ne sont pas à Paris, un maître de stage, remplissent une deuxième liste de vœux avec un deuxième roulement. Et quand il reste des internes qui ne sont pas à Paris, un maître de stage, pour les autres spécialités, ils se rendent en commission et ils font du cas par cas. Ce que nous, le CNGE, aimerait bien demander, c'est qu'il y ait un 3e tour de roulement et que ce ne soit qu'à la 4e session, que ce soit au cas par cas, parce que nous avons des promos sensiblement plus élevés que d'autres spécialités et qu'on se doute bien qu'il va falloir plusieurs roulements de Big Matching. Donc voilà comment ça va fonctionner. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'UNES, je sens déjà les ondes de crispation de « mais ça va planter ». Alors les scolarités y travaillent, l'UNES y travaille, et des travaux de recherche qui ont été faits sur Paris tendent à prouver que l'outil le permet. Numériquement, informatiquement, l'outil permet de gérer des grandes cohortes et l'outil va fonctionner. Donc je peux juste vous dire qu'on va continuer à talonner l'UNES pour que l'outil fonctionne pour ce Big Matching, et j'ai hâte d'être dans 3 ans voir ce que ça donne. Ça va bien se passer. Et je repasse la parole à Florie. Oui, alors juste quelques mots, donc effectivement pour dire que c'est une nouvelle victoire pour nous, l'apparition de ce stage couplé et de ce stage libre. C'est une chose qu'on demandait depuis longtemps pour les internes de médecine générale à leur demande. Donc ce stage libre, comme l'a très justement dit Aurélie, pourra être effectué principalement dans les services de santé de la femme, de santé de l'enfant, de santé mentale, donc psychiatrie, et de santé de la personne âgée. Sur présentation d'un projet professionnel bien défini et après accord de vos DMG, il sera possible d'exercer un stage dans un autre service hospitalier. Cela restera exceptionnel. Par contre, vous pourrez bien sûr refaire un stage ambulatoire, donc un deuxième SASPAS si vous le souhaitez, ou un stage mixte, ambulatoire et hospitalier. Stage du coup qui offrira plus de possibilités de terrain de stage hospitalier. Maintenant, nous avons besoin de vous aujourd'hui, car nos confrères pédiatres, estimant que notre formation en pédiatrie doit être d'au moins 6 mois dans des services hospitaliers, nous souhaitons leur présenter des chiffres quant à vos souhaits durant ce stage libre. Et cela nous permettrait également de demander l'ouverture de terrains de stage supplémentaires. Pour ça, je vais vous demander de prendre 1 minute pour remplir un sondage que vous trouverez en flashant ce QR code. Si vous ne le faites pas tout de suite, ce n'est pas grave, vous pourrez passer à notre stand pendant le reste du congrès sans souci. Merci. Pour les maîtres de stage, vous pouvez envoyer le flash code à vos internes. Merci Florie. Bon, ce mouton, il commence à tenir un peu plus debout, mais il n'a pas encore toutes ses pattes. Alors, qu'est-ce que ça va être la 3e patte pour qu'on arrive à mettre en place cette 4e année ? La 3e patte, c'est créer des liens et construire avec les institutions, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul, nous, membres de DMG, à créer des lieux d'accueil pour tous les internes de phase de consolidation. Nous ne sommes pas magiciens, donc nous avons besoin de travailler avec les institutions que nous connaissons, mais peut-être travailler un peu plus. Il va y avoir plusieurs interventions sur cette patte
n'est-ce pas? La première des interventions, je vais laisser la parole au docteur Yannick Neuder, qui donc est député de l'Isère, vice-président de la Commission des affaires sociales, conseiller régional de la région Haut-Rhin et président de la Commission enseignement supérieur, recherche et innovation. Écoutez, on reste ici, hein, c'est ça, voilà. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, toutes mes excuses effectivement pour le retard, parce que j'ai cumulé le retard de TGV de descente de Paris, plus effectivement quelques petits embouteillages. Donc toutes mes excuses. Je remercie effectivement le professeur Compagnon pour son invitation, de saluer Madame la doyenne, et puis effectivement de m'excuser auprès de Aurélie qui m'a bien coaché par téléphone. Voilà, donc voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être ici pour différentes raisons. Tout d'abord, mon constat, hein, en vous entendant, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie structuration de cette spécialité de médecine générale. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut davantage faire connaître. Je vais prendre... Alors moi, j'ai plusieurs casquettes, hein, vous l'avez bien compris. Je crois que ce n'est pas la casquette de docteur qui vous intéresse ce matin, même si j'adore la cardiologie. Voilà, donc je pense qu'il y a deux points de vue, et je pense que c'est peut-être pour enrichir la quatrième patte de ce mouton, c'est effectivement de se mettre du point de vue de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que des législateurs? Alors, on peut entendre différents niveaux. Donc, qu'est-ce que finalement les députés qui font la loi et qui vont construire suite à vos négociations? Vous avez une représentante redoutable. Là, vous m'avez beaucoup impressionné, Florie. J'espère que ne pas avoir affaire à vous. J'ai très, très peur. En tout cas, on doit construire. Donc, je pense que c'est mon rôle en tant que vice-président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, effectivement, de porter cette voix. Et je pense que c'est important aussi que ça soit effectivement traduit correctement. Moi, je trouve que tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement pour les professeurs qui nous entourent, qui en ont consacré leur vie. Pour vous tous, les plus jeunes, qui rentrez dans ces filières, c'est des sujets vraiment importants, c'est des sujets du quotidien. Quand vous faites, finalement, au-delà des éléments internationaux que nous vivons en ce moment, qu'est-ce qui finalement fait la vie des concitoyens en ce moment? C'est souvent les problématiques de santé qui reviennent en premier dans les préoccupations et dans les inquiétudes. Donc je crois que le rôle de l'Assemblée nationale, au-delà de toute considération politique, hein, ce n'est pas l'objet ce matin, chacun, et vous pourrez trouver mon étiquette sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout le sujet de ce matin, c'est qu'au-delà de toute considération politique, qu'est-ce que nous, législateurs, qu'est-ce que nous, Assemblée nationale, on peut donner envie à nos jeunes générations de s'investir dans ces filières. Donc, il y a toutes les problématiques de sélection qui sont déjà un sujet, et c'est l'objet de mes discussions en ce moment à la Commission des affaires sociales et qui sera en hémicycle la semaine prochaine, sur effectivement le nombre, parce qu'on ne peut pas envisager effectivement l'évolution des filières sans envisager le nombre. Je pense qu'on a aussi un problème numérique, quantitatif, que vous avez évoqué tout à l'heure, puisque effectivement sur le nombre de consultations, vous avez bien dit pas 30 mais 25, hein, j'ai bien vu. Et je crois que ça traduit derrière le fait qu'on ne peut pas légiférer, on ne peut pas comprendre les besoins de la population, on ne peut pas comprendre les besoins de ceux qui s'y attellent pour y répondre. Donc vous, les médecins, les jeunes médecins encore en formation, vous, le corps des enseignants, si effectivement on n'envisage pas un sujet qui est le sujet du rapport au travail de ces nouvelles générations, du rapport à la parentalité, du rapport à l'équilibre vie professionnelle, vie sociale et autres. Je suis toujours frappé de voir, et là aussi c'est transpartisan, nous avions par exemple pas plus tard que hier matin une discussion étonnante à la Commission des affaires sociales, c'est du off, ça ne sortira pas de cette salle, hein, on est entre nous, de 9h à 10h nous avions différentes thématiques qui nous paraissaient importantes, donc on faisait l'ordre du jour. Et dans cet ordre du jour, il y avait notamment le sujet de la semaine des 4 jours, qui est un sujet, effectivement, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est un sujet par rapport au rapport du travail. Et tout de suite après, on a enchaîné sur, effectivement, la formation, le nombre de médecins, enfin, des aspects très numériques. Et là, j'ai dit, mais est-ce qu'on peut aussi envisager ce critère-là, que nos nouvelles générations veulent aussi concilier mieux vie professionnelle, vie personnelle. Donc, je ne disais pas qu'il fallait que tous nos médecins soient en
en semaine de 4 jours, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est des sujets de semaine de 4 jours, de rapport au travail, qui sont relativement finalement dans le dialogue social de tous les corps de métier, de toutes les professions, dans les entreprises, dans toutes les administrations. Mais quand on s'adresse finalement au corps médical au sens large, on a toujours l'impression que nous, finalement, notre temps, il est inépuisable, qu'on en a toujours et qu'on peut toujours faire plus et que c'est toujours un petit effort. Donc je crois que ça, c'est une dimension importante. Donc voilà, en termes de moi de législateur, comment je vois les choses. Je vois en tout cas que vous menez un travail extrêmement sérieux en utilisant tous les outils numériques pour aller très vite et pour finalement construire en marchant cette 4e année qui va aller vite. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit les différents députés dans les différents territoires où vous allez effectivement avoir des représentants, qu'on soit très à l'écoute, que vous nous fassiez bien passer vos revendications, parce que c'est quelque chose d'important. Il ne s'agit pas non plus que vous soyez quelque part les punis ou les payeurs de 30 mauvaises années de gestion de la santé. Je crois qu'on a des chiffres qui sont très clairs. Merci. On a des chiffres très clairs. J'ai beaucoup étudié ces chiffres-là. Par exemple, malgré toutes les modifications qu'on peut faire avec le numerus apertus, malgré tous les prolongements qu'on pourra faire, puisque je suis en train de porter des sujets sur effectivement la territorialisation des numerus apertus notamment, eh bien, on sera au même niveau de formation que dans les années 70. Dans les années 70, alors que le numerus clausus, vous le savez, arrive en 1972. Et quelle est la différence par rapport à 1970 ? Déjà, numériquement, 15 millions de Français en plus, un vieillissement de la population certain, une demande de prise en charge de soins du fait de la prise en charge de l'autonomie, du vieillissement de la population augmentée, et quelque part, une population médicale qui ne veut plus travailler comme les générations précédentes. Donc voilà l'équation, et il faut que cette équation, vous l'avez naturellement en tête. J'enfonce des portes ouvertes ici ce matin, puisque c'est votre quotidien, mais il faut que les législateurs, nous entendions ça, parce qu'on ne peut pas être en permanence que dans des discussions de contraintes et de moyens. Et quand je parle de contraintes, vous voyez bien que moi j'ai encore plaidé, et je plaiderai toujours, contre la coercition, parce que ce n'est pas ceux qui sont actuellement au travail qui vont en plus subir la coercition. Vous êtes, j'ai plus les chiffres, mais vous devez être autour de 99 000 médecins généralistes exerçants, et à l'aune de 2025, qui est demain, vous devriez tomber à 85 000. Perte de 500 médecins généralistes sur l'année 2023, si mes chiffres de tête sont bons. Donc attention, donc ne faisons pas peser de coercition sur toutes ces forces qui travaillent. Maintenant, mon deuxième point d'exposé, j'ai pas de diapositive, vous m'en voulez pas, mais voilà. J'avais remarqué. Voilà, mais bon, j'ai ma tête, voilà. Sur les diapositives que je n'ai pas produites, mais si je les avais faites, j'aurais dit ça. Après, maintenant, quel est l'accompagnement des collectivités ? Peut-être c'est un point là-dessus où vous voulez m'entendre. Dans les collectivités, je suis conseiller régional, j'étais 7 ans vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc pour les locaux de l'État, ils me connaissent, à l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, et puis Covid arrivant, j'ai embrassé la santé, le numérique, et j'ai même aussi fait la vice-présidence à l'Europe. Donc j'avais une vision très transversale sur ces sujets, ce qui m'a permis d'être en lien avec naturellement l'ensemble des maires de cette région de 8 millions d'habitants, avec les départements, et avec également la région que je représentais. Je crois que bien que ça soit dans le champ du régalien, la santé, je pense que si on veut que le déploiement sur le territoire se passe bien, les mesures d'accompagnement des collectivités sont naturellement présentes, et je ne connais aucune collectivité qui refusera effectivement d'accompagner cette 4e année, d'accompagner tout ce qui va pouvoir effectivement lutter contre les déserts médicaux, du moment que vous, dans votre objectif de formation, vous y retrouviez, que vous ne soyez pas là que pour pallier des manques et que vous retrouviez à débloquer des situations locales sans aucun encadrement. J'ai bien effectivement pris note de ça, et je crois que, en tout cas, moi, c'est une position que je défends. Mais en fait, encore faut-il qu'effectivement ces différentes collectivités aient bien le bon retour de vos revendications, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire une surenchère.
entre les collectivités qui peuvent aussi jouer un jeu chez nous on met le transport, mais nous on met le logement, mais nous on met ça. Donc il faudrait qu'on essaye de définir, alors je ne sais pas quel est le meilleur échelon, ça fait partie aussi des discussions, où est-ce qu'on est le plus efficient pour accompagner effectivement une 4e année de médecine générale. D'une façon générale, les étudiants en stage, ça peut être naturellement les maires, après ça peut être les intercommunalités, ça peut être les départements et les régions. Mais je dirais que peu importe dans ce millefeuille qui n'est pas votre sujet, pour qu'effectivement il y ait les meilleurs moyens d'accompagnement. Alors naturellement, ça peut aller sur des formes de bourse, ça peut être des aides au logement, ça peut être des aides au transport, ça peut être des facilités d'accueil dans les équipements structurants des territoires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sur la table. Je crois que le point de vue des collectivités, et j'en ai dirigé longtemps une, et je suis toujours dans l'exécutif de la région, je crois que ce que les collectivités, par contre, feront passer comme message, c'est qu'ils ne veulent pas se substituer à l'État. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points, c'est du régalien, c'est les charges de l'État, donc c'est à l'État à pourvoir. Par contre, ça, c'est pas parce que c'est régalien que les collectivités s'en lavent les mains et qu'elles ne peuvent pas accompagner ces politiques. C'est des politiques publiques, c'est des politiques d'aménagement du territoire, puisque ça répond aux besoins de nos populations. Donc je pense qu'il y a une articulation à trouver. Je n'ai pas de recette miracle, mais je pense qu'il y a une articulation à trouver, en tout cas au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, j'en fais vraiment mon affaire d'effectivement de vous accompagner si vous avez des besoins particuliers pour cette installation. Mais je pense que l'ensemble des régions et des départements, au-delà aussi des considérations politiques, veulent qu'au final tout ça fonctionne. Je ne vous dis pas si j'étais pour ou contre cette 4e année, c'est un autre débat. Voilà, moi aussi, je peux faire des petits jokers comme Aurélie tout à l'heure. Mais en tout cas, maintenant qu'elle est là, je crois que il faut que ça se passe au mieux, parce que derrière, il y a quand même tous nos médecins généralistes de demain qui sont en train d'effectivement d'avoir des inquiétudes, des choses comme ça sur cette 4e année, et il faut la construire au mieux pour que ça donne satisfaction aux internes qui sont en formation, aux docteurs juniors, et puis que ça puisse améliorer, et surtout que ça donne envie, puisque l'idée c'est quand même d'orienter vers les territoires, que ça donne envie. Et moi je suis très partisan à titre personnel que l'on puisse effectivement libérer ce lien avec le territoire. Moi j'aimais beaucoup ces idées qui ne se sont très peu mis en application, qui étaient les maisons médicales universitaires. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Ça nécessiterait naturellement des postes de professeurs dans les facultés de médecine pour effectivement être sur le territoire. Moi, je ne crois pas trop qu'au bout de 10 ans, avec un exercice essentiellement hospitalier, on ait une gentille petite annonce. Venez chez nous dans ce beau village de 800 habitants. Il y a un city-stade et une crèche. Docteur Noder ? Oui. 20 secondes. 20 secondes. Eh bien, écoutez, avant que je commençais à partir dans des sujets... vous êtes très raide ici. Vous me faites peur, mais l'Assemblée nationale, c'est de la rigolote à comparer. Je plaisante, bien sûr. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Je crois que j'ai une séance maintenant questions, parce que j'ai bien lu vos mails. Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Bon. Eh bien, je prendrai les questions quand elles viendront, chère Aurélie. Je vous remercie. C'est bien de suivre les consignes. Merci beaucoup pour votre intervention, Dr Noder, et soyez sûr que les questions viendront plus tard. Je repasse la parole à Florie. Oui, là je m'adresse maintenant surtout aux élus locaux qui sont présents dans cette salle. La mise en place de la 4e année de médecine impose un accueil des docteurs juniors dans de bonnes conditions et nous y veillerons tout particulièrement. Comme dit précédemment, ils devront exercer dans des locaux adaptés au sein d'une structure où exerce un médecin thésé. Il est également de votre ressort de rendre vos territoires attractifs en mettant à disposition un logement décent. Et là, je rejoins professeur Pham et ce qu'elle a dit tout à l'heure. Logement décent pour un docteur junior, ce n'est pas une chambre d'internat. La plupart ont commencé une vie avec mari, femme, enfant, chien, chat. Et ce serait bien qu'on ait des logements décents. Également des aides au transport, faire en sorte qu'ils exercent en sécurité leur profession, notamment s'ils souhaitent exercer en permanence des soins ambulatoires, que tout ça soit fait en sécurité. Et pourquoi pas étendre le guichet unique que l'on propose aux docteurs juniors.
Vous pouvez également imaginer des aides à l'installation locale, comme cela se fait dans certains territoires, et pourquoi pas aider à la délocalisation des formations. Et sur ce point, je vais m'étaler un petit peu. Améliorer l'accès aux soins de la population, ça implique de pouvoir former davantage de professionnels de santé. Pour pouvoir répondre à l'augmentation des besoins liés au vieillissement démographique et à l'augmentation des pathologies chroniques. Les capacités de formation des universités étant un élément limitant le nombre d'étudiants, nous demandons à déployer des antennes universitaires délocalisées dans l'optique de mener un élargissement des capacités d'accueil par la décentralisation justement des universités qui sont aujourd'hui métropoles centrées, voire CHU centrées. Pour le reste, disons que notre profession, elle est quand même en permanence menacée par des propositions de loi diverses et variées. Et l'une des dernières en date est celle de monsieur le député Neuder. La première mesure proposée vise à renforcer le nombre de professionnels de santé formés en priorisant les besoins du territoire sur les capacités de formation des universités. Si les besoins du territoire sont un facteur déterminant à prendre en compte, la priorité reste de pouvoir former les professionnels compétents, aptes à prendre soin de la population. À ce titre, les capacités de formation sont indéniablement indispensables à prioriser, au risque de détériorer la qualité de la formation par un manque de terrain de stage, un manque d'enseignants, voire même des locaux insuffisants pour accueillir les étudiants. Cette mesure est donc tout à fait déraisonnable et inquiétante. Et donc, monsieur Neuder, vous nous avez dit que vous alliez nous écouter. Donc, je vous demande de m'écouter et de m'entendre. Merci, Florie. On a le droit de réponse ? Pas de réponse. Merci, Florie, pour cette intervention et pour faire entendre la voix de l'ISNAP et des étudiants. Je savais que je m'exposais, mais je m'exposais positivement. Je passe la parole au professeur Laurence Compagnon. Donc j'enchaîne aussi. Moi, ça va se croiser un petit peu avec tout ce qui a été dit, mais ce que je voudrais aussi dire pour rassurer un petit peu les différents DMG en particulier, mais aussi les internes, c'est qu'il y a donc un groupe, je rappelle, un groupe de référents en phase de consolidation dans chaque DMG, enfin un référent de phase de consolidation dans chaque DMG qui forme un groupe national de travail sur l'organisation de cette 4e année. Et il y a déjà des DMG qui ont commencé à travailler avec les ARS, avec les élus, avec les CPTS pour mettre en place justement des facilitateurs pour l'installation des docteurs juniors. Néanmoins, c'est vraiment pas la majorité des DMG. C'est quelques DMG qui ont commencé. Et à tous les autres, voilà, il va falloir s'y mettre maintenant parce que 2026, ça va arriver très vite. Si tu peux me remettre avant, s'il te plaît, tu vas trop vite pour moi. Parce que, donc, on dit novembre 2026 pour l'immense majorité des phases de consolidation. Il y aura quelques petits élus qui vont commencer même en mai 2026 parce que, pour éclaircissement, certains étudiants sont entrés cette année en phase socle avec un semestre repris suite à un droit en remords. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui commencent donc avec un semestre d'avance et qui donc commenceront normalement leur phase de consolidation en mai 2026. Donc on aura aussi quelques postes à trouver dès ce moment-là. Évidemment, au-delà de se mettre en route de façon comme ça un peu aléatoire, il faut fédérer des équipes de formation territoriales. Et là, il y aura probablement une organisation de coordination à la fois des DMG avec leurs demandes de formation, mais aussi des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires et évidemment des CPTS dans les territoires. Merci Aurélie. Alors, ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est aussi de commencer par se dire, mais où est-ce qu'on pourrait, déjà là maintenant, si on devait avoir des docteurs juniors, où est-ce qu'ils pourraient aller? Donc ça veut dire vraiment de faire un travail de cartographie et que tous les DMG puissent commencer à réfléchir avec les CPTS, éventuellement avec les conseils de l'ordre et les médecins généralistes en exercice pour savoir, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas déjà, enfin moi je sais que dans les formations, j'ai des collègues qui viennent me voir, ah ben nous... effectivement, dans 3 ans, on a un collègue qui part à la retraite, ça nous intéresserait peut-être de devenir maître de stage pour les FACO, etc. Donc vraiment de commencer à réfléchir dès maintenant, quelles sont les possibilités à développer pour 2026. Et forcément, je pense, développer à partir des gens qui sont déjà en place, les maîtres de stage déjà en place dans les territoires.
On l'a dit, donc il faut que ce soit, au-delà du stage de phase de consolidation, un accueil dans le territoire. C'est-à-dire que les étudiants, même s'il y a plein d'endroits où, en fait, comme on l'a dit, puisque ce sera là où il y a des maîtres de stage, donc déjà une activité, ce ne sera pas le fameux désert médical, mais néanmoins, il faut envisager de comment les accueillir. Comme l'a très bien dit Florie, c'est des étudiants qui sont quand même plus si jeunes, hein, qui ont souvent déjà une vie familiale qui s'est engagée. Et donc, la discussion, c'est où est-ce qu'on va les loger. Donc, j'ai entendu que les internes n'étaient pas sur l'internat, entre guillemets, à l'ancienne, mais on peut peut-être envisager des internats territoriaux ambulatoires qui soient un petit peu différents, ou des locations meublées proposées par les collectivités. Il faudrait probablement aussi des aides au transport et donc réfléchir au rôle des élus et des conseils régionaux et départementaux pour ça. Alors ce qu'on souhaite aussi, parce que c'est quand même l'enjeu de cette formation en 4 ans, c'est qu'il y ait un projet professionnel qui se construise et qu'à l'aboutissement de cette phase de consolidation, ils aient un projet d'installation. Et si possible dans le territoire où ils se sont formés. Donc ça veut dire que ce ne sera pas forcément dans la structure accueillante, hein, parce que l'idée c'est pas non plus forcément ils viennent faire une phase de consolidation puis ils restent là et puis donc il n'y a plus d'autres places pour les futurs docteurs juniors, mais ça peut être dans le quartier ou dans le village à côté, etc. Donc l'idée c'est comment proposer déjà au moment où ils arrivent une construction de tiens, on pourrait peut-être organiser un cabinet de groupe sur le territoire avec les facos de ce territoire et là il y aura un rôle justement des élus pour dire on va mettre en place des locaux pour un cabinet de groupe ou pour une maison de santé et les différents docteurs juniors du territoire pourraient peut-être se rassembler pour faire vivre ce genre de structure. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'a dit tout à l'heure Florie, donc, alors j'ai pas parlé des chiens et des chats, excusez-moi, je n'avais pas pensé à ça, mais j'avais pensé en tout cas aux conjoints et aux enfants. Et donc peut-être aussi réfléchir, il y a déjà eu des mises en œuvre de ça pour l'installation dans certains départements, pour dire voilà, on va essayer de cartographier là aussi les entreprises qui recrutent, les crèches, les écoles, pour dire aux docteurs juniors qui projettent de s'installer dans cette région ou dans ce territoire, finalement on va vous aider à construire votre vie et pas seulement votre métier, quoi. Donc probablement qu'il y aura des propositions de primes, il y a déjà avec les CESP, mais aussi avec des primes en ZIP et en ZIP+. Mais moi je me dis que peut-être on pourrait réfléchir à ceux qui vont créer leur cohorte, leur début de patientèle en suivant une cohorte de patients pendant leur année de phase de consolidation. Peut-être qu'on pourrait les encourager à dire si vous restez et que vous continuez à enrichir votre cohorte et votre patientèle, on pourrait vous aider à vous installer encore un petit peu plus. Et puis réfléchir aussi, par exemple, en lien avec les professionnels de santé du territoire, peut-être encourager, je sais qu'on avait discuté chez nous avec une des mairies, qui disait, nous, on s'est intéressés, ils ont été proactifs, ils sont venus à la fac en nous disant, on aimerait bien, nous, accueillir des étudiants docteurs juniors, comment on peut s'y prendre, etc. La réponse qui leur a été dite, c'est, allez voir les médecins de votre territoire et encouragez-les à devenir maîtres de stage, à se former. Et comme ça, en accueillant des étudiants, ils forment des unités de formation et ça permet justement de créer des nouveaux lieux de stage. Je crois que j'ai terminé pour cette patte. Professeur Femme, est-ce que vous souhaitez dire un mot avant que nous passions à la dernière et quatrième patte ? Ce que je souhaite dire peut-être, c'est que les membres de la mission ont reçu une nouvelle lettre de mission pour l'accompagnement et le suivi de la mise en place de la 4e année et nous avons tous accepté, nous avons appelé ça la saison 2. Notre travail a commencé et je tiens vraiment à souligner que ça va se faire dans un esprit constructif, de concertation, parce qu'il faut vraiment que nous puissions travailler ensemble. Je vous le dis avec beaucoup de conviction, ce que nous voulons, c'est regarder vers l'avenir, bien sûr, ne pas avoir à revenir sur des choses qui sont pour nous acquises. Par exemple, le stage couplé, par exemple, le stage libre. Mais je ne doute pas que nos collègues pédiatres vont comprendre tout l'intérêt que nous avons tous
pour que les internes de médecine générale, comme les internes de pédiatrie, comme tout le monde, là s'ouvrent vers la santé de l'enfant. Il n'y a pas que la santé de l'enfant, il y a bien sûr la santé de la femme, la santé mentale, la santé des personnes âgées. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que personnellement, moi, je compte beaucoup sur vous, sur les étudiants, là, pour remplir l'enquête, pour savoir ce qu'ils souhaitent, comment ils envisagent leur stage libre. C'est important pour nous tous, pour qu'on puisse préparer, bien sûr, non pas la 4e année, mais votre phase d'approfondissement. La deuxième chose, c'est que le travail va nous permettre là de définir réellement le statut de docteur junior de médecine générale en secteur libéral, hein, j'insiste. Donc ça ne faisait pas partie des éléments de la maquette, mais nous allons y travailler parce que c'est important pour nous tous. Nous avons aussi commencé là, et il faut que nous aboutissions à un accord sur la formation à la direction de thèse. Nous nous y étions engagés vis-à-vis de nos étudiants, vis-à-vis de vous tous. Je sais que c'est important. Et surtout, le travail qu'on a à faire, monsieur le député, et je sais que vous le porterez, c'est bien sûr de travailler avec les collectivités territoriales. C'est vraiment important que ça se fasse avec la coordination des départements de médecine générale, parce que tout le monde va vouloir un peu s'emparer du sujet, mais il faut qu'on ait une coordination qui soit efficace et qui soit pérenne. Et moi, j'appelle aussi de mes voeux le développement de ce qu'on appelle, nous, des micro-environnements territoriaux dans le portage territorial, vraiment de possibilités de rester sur le territoire, de pouvoir encadrer nos étudiants sur le territoire pour qu'ensuite ils puissent rester sur le territoire. Et il faut vraiment qu'on décentralise cette formation pour qu'elle ait un sens territorial, et ça, on ne peut le faire qu'avec nous. Oui. Oui, moi, vraiment, je vous appelle tous à ce qu'on travaille ensemble pour mailler le territoire à travers ces réseaux de professionnels, mais aussi de formateurs, avec nos étudiants. Et c'est à ce prix-là qu'on réussira tous ensemble. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de choses à dire sur ce brave mouton, mais il lui manque quand même la 4e patte. Et un mouton à 3 pattes, c'est un peu compliqué quand même. Donc la 4e patte, c'est quoi? Quand même, les enseignements hors stage. Quel est le contenu? Alors je vais aller très rapidement sur ce que dit l'arrêté. Donc pendant la phase de consolidation, la maquette hors stage, les modalités sont des travaux d'écriture clinique, des GEP territoriaux. On y reviendra dans les années à venir. C'est promis, on refera des communications, on fera des ateliers en congrès sur comment mener à bien des GEP territoriaux dans vos différents DMG, différents secteurs. Des groupes de formation à la relation thérapeutique et à la psychothérapie. Des groupes de tutorat centrés sur les familles de situations définies pour la spécialité, des ateliers de simulation pouvant faire appel à des patients experts et enseignants, des ateliers procéduraux, des ateliers pratiques entrés dans la vie professionnelle avec gestion du cabinet, management, fiscalité, éthique, déontologie, des ateliers de gestion des urgences en cabinet et en PDSA qu'ils ont déjà rencontrés mais qu'ils doivent consolider, et des jeux de rôle, notamment dans le cadre de l'initiation à la pédagogie et à l'encadrement des étudiants de 2e cycle. Tout ça, c'est écrit dans l'arrêté. Le groupe 4e année y travaillera et, je le répète, nous referons redescendre les informations. Mais là, je vais laisser la parole au professeur Brabant qui va venir au pupitre pour nous présenter comment à Poitiers, ils ont anticipé ça. En fait, ils sont malins. Ça fait longtemps qu'ils jouent au mouton à 4 pattes. Ah, attends, pardon. Florie, pardon. Non, je vais laisser la parole. C'est très rapide et je pense que ça a déjà été dit. C'est le contenu de l'arrêté. Ok. Avant de rentrer dans les enseignements hors stage, vraiment, nous, comment on a pensé à Poitiers faire de cette 4e année une opportunité pour mieux travailler en coopération avec les différents partenaires. On essayait et on travaillait de bonne intelligence avec le collège des généralistes de Poitou-Charentes, avec les internes de Poitou-Charentes, mais peut-être pas suffisamment avec les collectivités, avec les institutions comme l'ARS, les conseils départementaux.
Donc on a créé très récemment, puisque la première réunion a eu lieu jeudi dernier, le groupe FACO pour phase de consolidation, groupe FACO Poitou-Charentes, qui va se réunir 2 fois par an et qui est piloté par 3 membres du DMG. Siège également la directrice du DMG. Et des représentants pour chaque département. On a 4 départements dans notre région, dans notre ancienne région, donc dans notre subdivision. 4 départements, et donc il y aura un représentant des étudiants, des MSU, de l'ARS, des conseils départementaux et un responsable de la scolarité. Ce groupe FACO donc, se réunit 2 fois par an, et il y a des sous-groupes départementaux, des commissions FACO départementales, dont l'émission ce sera d'identifier les MSU, d'inciter aux mesures d'accompagnement à mettre en place par les collectivités, et de recenser toutes les conditions d'accueil qui vont faire partie du guichet unique FACO, donc les locaux, le logement, le transport, les écoles et les crèches, éventuellement le travail pour les conjoints et services publics. Et au niveau départemental, ça sera en lien avec le conseil départemental de l'ordre, les CPTS, les représentants des maires, etc. Voilà comment on pense la chose. On vous dira dans un an si ça fonctionne. On l'espère. On espère vraiment engager une coopération qui va permettre aussi d'améliorer les choses pour les internes de phase socle et de phase d'approfondissement. Alors maintenant, je vais vous parler des enseignements hors stage. Mon objectif, c'est de vous dire comment on a anticipé et modifié notre enseignement hors stage, notre programme, pour préparer la 4e année. C'est un travail qu'on a mené à partir de 2020. Et je vais vous faire revenir 2 ans en arrière, puisque j'avais pu présenter le travail il y a 2 ans au Congrès. Donc, avant la promo 2021, on avait le même programme qui n'avait pas bougé depuis 12 ans. Avec des GEP, des séminaires participatifs, donc on était bien dans le paradigme d'apprentissage. Mais entre-temps, il y a eu les référentiels niveau de compétences et familles de situation qui sont sortis, et puis il y a eu la grande réforme de 2017. Et donc on s'est dit, à un moment, il va peut-être falloir qu'on remette tout à plat et qu'on se pose des questions pour construire un nouveau référentiel de formation qui serait centré sur le référentiel niveau de compétences et qui intégrerait la future 4e année qu'on pensait au départ voir arriver plutôt 1 ou 2 ans plus tôt. Je ne vais pas vous faire toute la présentation d'il y a 2 ans, je raccourcis des choses. Ce qui est important et intéressant, c'est qu'on s'est dit, voilà, quitte à remettre les choses à place, il faut qu'on saisisse toutes les opportunités. Bien sûr, en premier lieu, c'était d'améliorer les apprentissages en enseignement hors stage, mais aussi on avait en tête de faire en sorte peut-être de développer le sentiment d'efficacité personnelle des internes pour s'installer. Et puis aussi, du coup, les ancrer dans des dynamiques territoriales, et essayer également de mettre en cohérence notre enseignement hors stage et le tutorat qui nous semblait un peu des millefeuilles, parfois pas tout à fait en lien. On a commencé par affirmer la culture de notre formation, et puis on s'est dit, il va falloir soutenir les thésards, je vous en ai déjà parlé, et donc on a mis en place le parcours thèse qui a été mis en place à partir de la promo 2022. Et donc la culture de notre formation. Et ça valait le coup de prendre le temps en staff, de se poser, de faire un métaplan, pour que tout le monde soit d'accord, en fait, c'est quoi la culture? C'est d'abord une formation bienveillante, bien ancrée dans le paradigme d'apprentissage, où l'enseignant est un facilitateur d'apprentissage, avec la mise en place d'un dispositif de soutien pour les étudiants en difficulté. Mais la formation est bienveillante, bien sûr, mais responsabilisante aussi, puisque l'interne doit comprendre que c'est lui le moteur de ses apprentissages, avec beaucoup de temps d'auto-formation, le portfolio pour compiler l'ensemble de ces traces et de ces écrits réflexifs. On a créé des webinaires pour qu'ils commencent à travailler les objectifs de chaque atelier. Et donc, ensuite, ils vont en atelier après avoir fait le webinaire qui prépare la séance. On veut favoriser la pratique réflexive, une pratique réflexive qui est accompagnée par les MSU en stage, par le tuteur à travers le portfolio, mais aussi accompagnée par les pairs, puisqu'on voulait une pratique très collaborative, avec une demi-journée par mois minimum de HS en groupe, où à chaque fois c'est la négociation du sens par l'échange avec ses pairs qui permet à l'interne de développer ses apprentissages, avec des réflexions comme il faudrait systématiquement un secrétaire de séance, il faut garder un groupe fixe pour maintenir la cohésion, pour les habitués, comme plus tard quand ils seront en groupe de pairs, quand ils seront en réunion de MSP, de CPTS, de réunion de concertation, qui est toujours un ordre du jour, un secrétaire de séance. Et puis on s'est dit, on voudrait ancrer territorialement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte
qu'en effet, il y avait une nécessité de délocaliser, comme disaient mes collègues, délocaliser la faculté, surtout que la nôtre est vraiment très excentrée dans notre région, et puis que le DMG devenait un peu une tour d'ivoire qui s'éloignait des MSU, qui était souvent critiqué, qui s'éloignait des tuteurs également. Et donc, on a réfléchi à un nouveau modèle, et donc au-delà du programme, on voulait réfléchir à une nouvelle organisation. L'idée, bien sûr, c'est que l'interne, il avance sur sa route. Là, la route est droite, mais en vrai, la route, elle est souvent tortueuse. Il avance, il est mis en action par ses MSU, il a des rétroactions de ses MSU, et il va identifier ses difficultés et faire des traces, aller en enseignement, constituer son portfolio, qui est son bagage, et être évalué. Ça, c'était comment on voulait faire. Et concrètement, pour l'ancrage territorial, on a bien piqué les trucs à Poitiers. On a piqué encore un terme qui s'appelle le GPP, le groupe pédagogique de proximité, qui est un terme toulousain. Alors nous, on ne met pas tout à fait la même chose que les Toulousains derrière, mais c'était l'idée d'ancrer territorialement nos groupes d'étudiants. Un GPP est supervisé par un nommé référent qui va assurer la continuité pédagogique de l'ensemble du groupe, un groupe constitué de 15 internes, et au total de 5 tuteurs, dont le nommé référent. Donc il y a 4 tuteurs et leurs 3 tutorés pour chacun des enseignants. Ça permet de refaire corps, remettre du lien entre le DMG, les tuteurs, et puis d'assurer la continuité pédagogique avec une approche programme bien connue du coup des enseignants, puisqu'ils vont à eux tous assurer la totalité des enseignements. Le nommé référent étant là à chaque enseignement, et il se fait aider de 1 ou 2 tuteurs à chaque séance. Il y a 2 minutes. OK. Voilà, les GPP sont répartis dans la région, ils sont fixes pour 3 ans, et ça tourne. Une nouvelle promotion va donc entraîner la création de 8 nouveaux GPP ailleurs, dans des ambiances territoriales différentes. Ce qui est important à vous dire, c'est que dans notre nouveau programme, on a essayé de l'organiser sous forme de parcours de développement de compétences qui est balisé par les indicateurs du référentiel. Donc, je ne vais pas vous dire tous les noms de chaque séance, mais pour vous dire qu'il y a 3 parcours. Le parcours mission, qui comprend le premier recours, la coordination, la prévention. Le parcours relation, qui fait écho à l'approche centrée patient, à la communication. Et le parcours exercice professionnel, qui est donc une nouveauté pour espérer favoriser les installations et diminuer la peur de la gestion de l'entreprise. C'est un parcours où chaque interne va à la fois travailler sur ces facteurs protecteurs du burn-out et aussi travailler en groupe pour monter un projet fictif d'installation qu'ils vont présenter en fin de phase d'approfondissement. Il y a le parcours thèse dont je vous ai parlé tout à l'heure également. Les parcours mission et relations sont centrés sur les familles de situation qui sont particulièrement développées en stage dans ces moments-là. En FACO, on voudrait continuer à au moins une séance par mois présentielle supervisée. Alors ça, ce que je vous présente, c'était préparé depuis 2 ans, en fait. Donc avec l'arrêté du mois d'août et le groupe de travail FACO Poitou-Charentes, il va y avoir des adaptations et des améliorations de ce que je vous présente. Donc au moins une séance par mois supervisée par un nommé, toujours centré dans le territoire. On parlait des GEP territoriaux. On pensait groupe de docteurs juniors, mais ça revient en même. Supervisé par un nommé une fois par mois, mais également avec des groupes d'échange de pratiques sur les familles de situation, beaucoup plus en autonomie. On introduit donc l'ensemble des familles de situation, mais particulièrement les familles de situation sur le patient chronique, avec l'accompagnement en fin de vie, l'histoire familiale et les patients difficiles. Et du coup, on proposait au moins dans ces enseignements supervisés un enseignement sur la coordination, un autre sur le premier recours et la gestion de l'incertitude dans le parcours mission. Dans le parcours relation, la psychothérapie de soutien, un groupe d'échange de pratiques territoriales d'inspiration balintienne pour découvrir cette méthode pédagogique. Et puis, un ou plusieurs groupes d'échange de pratiques sur l'éducation, et notamment comment changer de posture pour devenir éducateur et non plus prescripteur. Et puis une large place au parcours exercice professionnel. Donc pendant 3 ans, ils ont préparé leur projet fictif d'installation. Et là maintenant, c'est des ateliers et des temps pour réfléchir en petits groupes territoriaux sur quel est mon projet professionnel et quel sens il a dans une logique territoriale avec mes collègues du groupe de docteurs juniors. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait préparé il y a 2 ans. Avec l'arrêté, il y a des choses à rajouter.
On ne sait pas trop comment on va rajouter RGPD et données médicales. On se posait la question peut-être plutôt de le diluer à d'autres moments, mais très intéressant l'idée de favoriser l'envie de devenir MSU et de mieux superviser les externes. Puis bien sûr, on va rajouter tout ce qui est jeu de rôle, atelier d'urgence, tout ce qui a été cité précédemment. Donc voilà, ce qui me semble important à retenir, c'est que ça a été l'opportunité pour nous de revoir la totalité de la maquette d'enseignement et pas simplement de rajouter quelque chose en 4e année. Cette logique de parcours de développement de compétences, en lien avec le référentiel niveau de compétences, toujours en gardant la culture, les valeurs culturelles de notre DES, notamment la coopération de groupe, dans un ancrage territorial et avec un cadre bienveillant. Je vous remercie. Merci beaucoup Yann pour cette présentation. Je pense qu'on va pouvoir s'en inspirer et on va pouvoir travailler ensemble à ce sujet. Est-ce que Laurence, tu veux glisser rapidement le mot de la fin avant de passer aux questions ? Alors, mot de la fin, je pense déjà que ton objectif de mettre de la douceur et de la poésie était plutôt bien accueilli par l'ensemble des intervenants et que je n'ai pas entendu de mots, comme nous disait notre président hier, qui pourraient nous revenir en boomerang vers une forme on va dire, d'agressivité. Ce que je voulais dire surtout, c'est on sent quand même, alors oui, il y avait des gens qui étaient plutôt pour, plutôt contre, mais globalement, on sent que maintenant, ce projet se met en œuvre et se met en place. Il y a quand même une volonté vraiment commune de faire les choses bien et que ça mène vraiment à un projet vertueux, que ce soit pour les patients comme les étudiants. Donc j'invite vraiment à tous les référents de 4e année, aux étudiants dans les facultés qui participent, les représentants, etc., dans les groupes de travail, à être vraiment dans quelque chose de constructif et de favoriser vraiment un parcours de formation qui nous rendra fiers et qui consolidera l'identité professionnelle des futurs généralistes. Et donc hier, on était là. En sortant, vous êtes là. Et dans 3 ans, on en sera tous là. Merci pour votre attention. Nous avons démarré avec 7 minutes de retard, donc je vais m'octroyer 7 minutes de retard pour terminer. Place aux questions. Du coup, on a un peu débordé, donc il n'y aura pas beaucoup de temps de questions. Je suis désolée, mais en off, on pourra répondre à toutes. S'il y a un peu de lumière dans la salle, c'est chouette que je puisse voir. Et il y a des micros là et là. Bonjour à tous et toutes. Donc Jérôme Mazet, je suis médecin généraliste à Alfortville dans le 94 et je suis directeur de centre de santé. Je m'étonne, il n'y a pas de mention des centres de santé dans l'inclusion du coup des lieux de stage de 4e année, alors que pour prendre l'exemple de l'Île-de-France, c'est 20% des lieux de stage, de plus en plus sont universitarisés. Ça représente de plus en plus un projet professionnel voulu par nos internes. Et voilà, qu'est-ce qui est prévu, comment est-ce qu'ils seront inclus et comment est-ce qu'on prendra aussi en compte le fait que beaucoup de centres de santé sont salariés, beaucoup de futurs professionnels veulent être salariés et puis être payés à l'acte. Donc voilà, j'aimerais avoir un peu votre sentiment sur toutes ces questions. Merci pour votre question. Les centres de santé sont bien sûr des lieux de stage qui sont importants pour la formation de nos étudiants. Ils font déjà partie des lieux de stage que nous avons répertoriés pour la 4e année, puisque c'est vraiment du secteur ambulatoire. Il n'y a pas que le secteur ambulatoire libéral, il y a bien sûr aussi le secteur ambulatoire salarié. Pour le statut spécifique des docteurs juniors, nous sommes en train, là c'est pareil, de travailler. Nous avons demandé des propositions que nous pourrons après faire remonter au niveau des cabinets ministériels. Merci. Et j'ajoute, Jérôme, que j'en ai parlé un petit peu dans ma présentation, il y a encore des choses qui se posent en termes de législation et d'organisation du paiement, on va dire, des étudiants qui seront en centre de santé. Mais évidemment, on ne va pas se priver des terrains de stage, des CMS. Enfin, pour nous, ça fait partie, comme dit Nanoufam, on a déjà des SN1, des SASPAS en CMS et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de docteurs juniors. Le problème, c'est que les étudiants actuellement se disent « Ah oui, mais si on est salarié dans les CMS, est-ce qu'on aura les mêmes conditions finalement de rémunération ou pas ?» Les pistes que j'ai proposées de
peut-être justement garder les primes des étudiants salariés pour faire peut-être un autre statut, c'est-à-dire le docteur junior ambulatoire salarié qui serait un petit peu différent. Voilà, est à réfléchir, mais bien évidemment, on n'oublie pas les centres de santé. Merci. Question suivante. Oui, bonjour. Qui je suis en haut. Ok. Oh, bonjour. Ah oui. Bonjour. Grégory Sonicourt, je suis MSU à Vertou, sur la métropole nantaise, et je suis président de la CPTS Sèvres-et-Loire. Et vous parliez tout à l'heure de la rémunération comme nerf de la guerre. Moi, Vertou et ma CPTS est située sur un territoire urbain. Et on a une autre problématique pour l'accueil des internes en phase de consolidation, c'est le foncier. C'est-à-dire on n'a pas de locaux à proposer, on a très peu de MSP et tout ne pourra pas s'organiser sur les MSP ou les centres de santé. Et en tant que président des CPTS, j'ai déjà pris les devants pour demander aux collectivités locales. Et force est de constater que les collectivités ne se saisissent pas forcément du sujet et ne proposent pas forcément de solutions pour proposer des locaux ou du foncier pour accueillir les internes. Et je doute que d'ici 3 ans, on trouve une solution, même avec une bonne volonté actuellement. Merci pour cette question. Elle est au cœur elle fait partie des inquiétudes de certains MSU. La réponse est il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec les ARS, il faut travailler avec les DMG aussi pour essayer de faire la prospective de quels sont les lieux d'accueil qui existent déjà avec des cabinets, qui existent déjà avec des bureaux qui sont vides, avec des médecins qui ne sont pas encore MSU pour les faire devenir MSU et du coup avoir des lieux d'accueil. Après la discussion avec ta communauté de communes et tes mairies et tout ça, c'est de la négociation politique. On peut pas œuvrer. Le CNJ ne peut pas œuvrer pour ça, mais on vous enjoint vraiment de travailler avec les ARS aussi, qui sont un levier. Voir quels sont les lieux d'accueil qui sont déjà existants, les locaux qui sont vides, avec des médecins installés qui ont des bureaux vides dans leur cabinet. Et puis, si quelqu'un a d'autres réponses, il y a Nanou et le docteur Neder. Oui, alors au niveau des régions de France, les présidents de régions sont tout à fait au fait qu'il faut travailler avec vous tous pour trouver des locaux et d'autres aménagements territoriaux, bien sûr. Tous les élus là, vont devoir travailler avec nous. Et c'est vraiment un point que l'on a déjà discuté et qui va trouver, je l'espère, la matière à évoluer ensemble. Mais je vous laisse la parole. Oui, merci. Cette question des locaux qui, derrière les locaux dits d'urbanisme, mais effectivement, ce qui a été pointé j'avais dit qu'elle était redoutable, mais je vous le confirme, qui a été effectivement pointé par votre représentante des internes au niveau syndical. Effectivement, si effectivement, moi je pousse en ce moment un projet de loi qui effectivement met le lien avec le territoire, c'est quelque part pour effectivement favoriser ce lien avec le territoire, mais réel. C'est-à-dire qu'aussi les capacités de formation de demain, puisqu'actuellement, vous savez bien que dans la loi Numerus Avertus, reprenons bien les éléments de la loi, c'est sur le capacitaire des universités et les besoins du territoire. Sauf qu'en pratique, les besoins du territoire, nous n'arrivons pas à les matérialiser. La preuve, c'est très peu pris en compte. Donc le projet de loi que j'anime en ce moment, c'est effectivement de mettre le capacitaire, les besoins du territoire et de relier subsidiairement le capacitaire universitaire en disant bien toutes les choses. Il y a un alinéa 7 qui permet effectivement de renforcer les moyens aux universités. Ça fait partie des négociations, mais qui ne sont pas votre problème, mais qui sont des négociations pour des moyens au niveau des universités. Et je crois qu'au-delà de ces discussions politiques sur les financements et choses, ce qui est très important à travers ce projet de loi, c'est que ça responsabilise les territoires. C'est-à-dire que s'ils ont leur mot à dire sur effectivement combien ils ont besoin de médecins demain sur les territoires, et ça peut être étendu sur l'ensemble des professionnels de santé, à eux aussi, par ce lien créé, effectivement, de mettre en place dans leur politique cadre les moyens pour les accueillir. Quand on parle de problématiques...
quand on parle de problématiques c'est important. Oui, c'est important, mais là, il faut que je clôture la séance. Bon, d'immobilier et d'urbanisme, tout ça, c'est qu'à un moment où vous faites vos cadres d'urbanisme, vous décidez les constructions de telle ou telle chose, c'est mieux d'avoir les besoins que vous pouvez nous recenser. C'est pour ça que ce lien au territoire, il faut le renforcer. C'est pour aider et pas pour combattre. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, ce lien au territoire est très important et merci de l'avoir signalé. Je suis désolée pour la frustration. J'ai plus de temps pour les questions. On me demande de rendre l'antenne. Mais je reste sur scène pour des questions individuelles si vous voulez venir. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.